Tu vois, il y a vraiment ce mythe un peu, je pense, du noir qui mange du poulet qui rassure. Je suis revenue retrouver ma richesse, en effet, prendre de la place, prendre de la terre. J'adore ce slogan Land Back. Habiter la terre, pour moi, c'est vraiment important, mais c'est aussi important de faire preuve d'une certaine forme d'humilité. Moi, j'aimerais bien trouver le mindset de l'autochtone. Pour moi, les colons, vraiment, c'est les pros de la dark magic alimentaire. Qui s'est dit, ah tiens, j'ai un veau, je vais l'arroser de son lait maternel, tu vois, et je vais faire la blanquette de veau. Bien bonjour et bonsoir, on se retrouve encore aujourd'hui pour notre podcast CIBA, où on a le plaisir de recevoir une de nos figures, Charlotte. Charlotte, comment vas-tu? Très bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Charlotte, dis-nous, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Charlotte Polifonte, je suis guadeloupéenne, mais j'ai grandi en Hexagone. Et j'ai créé le compte Mangeuse d'herbe et je suis chef afro-végane, mais également créatrice de pensée un peu militante animaliste sur la question caribéenne et l'autonomie alimentaire. Oh, première question, mais même la question zéro, mais pour quelle raison Mangeuse d'herbe? Eh ben, on va dire que j'ai un peu j'ai décidé de devancer un peu les blagues qu'on allait me faire, puisque je m'en doutais, quand on arrête de consommer de la viande, on a, alors qu'est-ce que tu manges? De l'herbe, des cailloux. Donc j'ai hésité entre mangeuse de cailloux et mangeuse d'herbe, et puis voilà, j'ai fait mon choix. Oui. On te connaît pour des discours qui sont assez affirmés pour la cause animale, effectivement, entre autres. Et ma question serait, est-ce que un discours polarisant est dur à assumer? Alors, est-ce qu'un discours polarisant est dur à assumer? Je dirais que oui et non. En fait, ça dépend ce qu'on veut en faire. C'est clair que sur les réseaux ou quand on veut faire, de la création de contenu, de l'influence, c'est sûr qu'on peut pas se faire sponsoriser par tout le monde à partir du moment où on a du contenu éthique ou engagé. Donc clairement, ça réduit parfois le champ des possibles. Mais sinon, après, quand c'est quelque chose qui nous habite, avoir un discours un peu polarisant, je pense, ça ouvre des discussions qui sont assez intéressantes. Et au contraire, moi, c'est ce dans quoi je m'éclate. Ok, donc le côté stratégique, réseau, etc. Bon, ça calculé, mais par rapport à toi, ça coule de source, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est une nécessité? Nécessité, c'est mieux pour l'articulation. On va dire que dans polarisant, j'entends la radicalité surtout. C'est pas forcément aller aux extrêmes, je pense, qui est intéressant. C'est vraiment exprimer un discours radical et avoir une vie normale. Moi, je trouve que c'est assez intéressant de créer des représentations, de personnes véganes. Ça peut être vu un peu comme un truc d'hurluberlu avec des gens qui vont jamais, sortir, avoir des relations sociales, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est important d'avoir un peu de radicalité dans son discours, de pouvoir porter ça et d'être dans cette pluralité d'existence sans être trop en mode sans inspirer des gens. Enfin non, le but c'est d'inspirer des gens à aussi rejoindre un mode de vie qui peut sembler assez radical, justement en le décomplexant et en montrant qu'en fait c'est complètement possible et c'est normal. Donc pour moi c'est important. D'accord, donc finalement c'est important de l'afficher tel quel, même si ça paraît pas polarisant, le normaliser finalement, afin que ça puisse rentrer. C'est ça, ouais. D'accord. Ça fait partie d'un travail de représentation, je pense, d'avoir de plus en plus de discours radicaux avec des gens qui passent plus ou moins bien et qui partagent leur quotidien, ouais. Ok. Et est-ce que ce type de discours est difficile à assumer, dur à assumer en tant que femme? Non. Moi, personne. Ouais, moi, j'avoue que j'ai pas été élevée comme ça. J'ai toujours été élevée dans des familles avec des figures assez de femmes potomitantes, certes, mais avec des grandes bouches. Du coup, j'ai pas été trop élevée au silence. D'accord. Donc pour moi, c'est pas trop compliqué de porter ça. Et bien sûr, on voit certaines inégalités dans notamment la création de la pensée, que ce soit, je pense dans toutes les luttes, on sait que la plupart des femmes elles tiennent des associations et ceux qui sortent des
des livres sur des pensées philosophiques et qui sont écoutés, ce sont des gars, quoi. Mais je pense qu'il faut pas... Enfin, je pense qu'hélas, on est dans le patriarcat, on a compris. Mais j'ai pas trop de syndrome de l'imposteur à ce niveau-là. Ok, donc de par finalement ton éducation, ton enfance, donc c'est pas forcément difficile à assumer en tant que femme pour toi. Ouais, non, crier, ça va. Ah, ok. Ouais. Et... ça va, je sais faire. Je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que c'est difficile à assumer ce type de discours en Guadeloupe? Non. Pareil, je trouve que c'est pas difficile à assumer en Guadeloupe. Il y aura bien sûr des gens qui vont être touchés dans leur chair, dans leur histoire, dans leur culture. Mais moi, ce que j'appelle un peu je sais pas si t'as vu ce film Vice Versa. Oui. Avec, tu vois, tous les leviers du cerveau. Par rapport aux émotions. Par rapport aux émotions. Moi, je pars du principe que moi aussi, j'ai un peu ma petite palette. Ok. Avec des leviers. À peu près 5, je pense. Tu vois. Oui, je vois. Et en fonction de comment je vais porter ce discours, je vais activer certains leviers. Parfois, ça va être du basique empathique par rapport aux animaux. Parfois, ça va être l'histoire coloniale. Ça marche vachement bien. Ça va être aussi, ce côté un peu le contrôle, ce pourquoi, en fait, ce qu'on va voir un peu ensemble, je pense, mais l'alimentation qui a été décidée pour nous, à quel point, donc du coup là il y a un peu l'ego, donc là hop j'active l'ego. Donc en fait je pense à partir du moment où on connaît bien notre population et notre peuple, on sait un peu qu'est-ce qui va les réveiller, qu'est-ce qui va les chicoter, et faut être aussi ok avec ça, c'est parce que c'est un processus, et voilà, il y a aussi la culpabilité et là aussi la déculpabilisation, tu vois, il y a plein de petits leviers qui permettent, je pense, d'être assez à l'aise pour parler de ça avec le peuple guadeloupéen. Tu parlais... Ah, une question. Et avec le peuple de France? Avec le peuple de France, c'est facile. Hein. C'est facile. En fait, à la fois c'est facile, en fait, il y a des dynamiques différentes. Ok. J'ai remarqué que, par exemple, par mon expérience, des personnes qui vont être racisées donc par la société, donc c'est-à-dire que voilà, ils vont être définis par leur ethnie, vont avoir un rapport différent au fait de mal faire. Alors que des personnes blanches, si on vient leur dire, bah voilà, vous êtes des écolos, mais vous pratiquez la chasse, vous êtes des écolos, mais vous mangez du saucisson, ça va venir taper quelque chose de l'ordre de l'humanité qui va être très dérangeant pour eux, très souvent. C'est-à-dire que soit c'est des gens qui ont compris et là du coup c'est simple quoi, soit c'est des gens qui vont vraiment être tapés dans leur monstruosité, et chez des personnes racisées on va dire que c'est un peu en mode fais tes affaires quoi, je vais pas me dire que moi je suis un monstre parce que toi tu fais tes trucs etc. Mais moi j'ai vraiment remarqué que parfois on n'est pas habitué à ce que des personnes racisées ou noires portent des discours on va dire du mieux vivre quoi. Il y a vraiment cette étiquette de une personne blanche, elle sait mieux vivre. D'ailleurs, ce sont les écolos, c'est eux qui portent ce discours. Et du coup, c'est eux qui vont avoir cette pensée salvatrice à nous apprendre comment est-ce qu'on vit mieux. Du coup, quand on vient avec nos gros sabots leur dire non, moi je suis pas dans ça, même que ce soit, tu vois, dans tout ce qui va être food ital, rastafarisme, et qu'on va dire que en plus c'est des gens qui ont pensé bien avant leur alimentation comme source de libération et aussi politique. Et tout de suite ça va faire il y a une sorte de curiosité, mais c'est pas la même chose que je sais pas une personne asiatique qui est bouddhiste quoi. On va faire tu vois, il y a vraiment ce mythe un peu je pense du noir qui mange du poulet qui rassure, et du coup ça peut un peu déranger ce côté un peu rassurant de tu manges pas de poulet, comment ça, ah oui tu manges du poulet, ah ouais t'as un bon noir quoi. Là attends quoi, tu suis pas ça. J'ai déjà été confrontée à des comportements où les gens étaient un peu effrayés du jugement que je pouvais poser sur eux. Alors que par exemple dans ma famille, personne ne le prend personnellement quoi. Moi je mange mes affaires,
Parfois, je crie un peu mes trucs, non, allez, c'est le cochon, mais ils sont en mode, ouais, ok, on va pas le prendre personnellement, parce qu'aussi, je pense qu'on est plus dans l'acceptation de la différence, et aussi, c'est pas si rare en fin de compte, que ce soit, je sais pas, chez les adventistes, ici, il y a vraiment une grosse communauté végétalienne, ou voilà, les rastas, ou bon, même s'ils ont un peu du mal avec le végétarisme et manger du poisson, c'est toujours pas manger du poisson, c'est pas manger de chair animale tout court, que ce soit terrestre ou marine, mais voilà, j'ai remarqué quand même que les gens peuvent être surpris, mais ils vont pas plus bugger que ça, quoi. Ici ou là-bas? Ouais, ici. Ici? Ouais. Mais tu sais, tu parlais de peuple, tu parlais du peuple guadeloupéen, on voit la différence effectivement avec l'Hexagone. T'as plus vécu là-bas qu'ici? Ouais, j'ai plus vécu là-bas qu'ici. Ça fait combien de temps de retour au pays? Ça va bientôt faire 2 ans. 2 ans? Ouais. Et gros 2 ans. Un gros 2 ans? Ouais, plus 1 an et demi, 2 ans. Et ouais, mais ça faisait quand même plusieurs années que je faisais beaucoup d'allers-retours, notamment pour travailler sur le salon Végé Créole. Oui. Bon, je fais partie. Enfin, ça fait beaucoup au salon. Oui. Voilà. Oui. Et ça faisait pas mal de temps que je faisais quand même pas mal d'allers-retours. Et puis j'ai toujours été très connectée à ma famille ici. Et voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a une différence entre l'idée que tu faisais de la Guadeloupe et ce que tu vis aujourd'hui en Guadeloupe? C'est pas trop une idée que je me faisais, c'est plus quelque chose qui doit être vécu, quoi. C'est pas très différent de ce que j'imaginais, mais il y a des choses, des dynamiques que quand on ne pratique pas, je sais pas, de vivre dans un espace colonial avec une eau qui est mauvaise, qui est contaminée, qui a, je sais pas, ce rapport au prix, la vie chère, l'importation, le fait de se dire j'ai envie de consommer éthique. Moi, c'est trop rigolo parce que avec mon conjoint Mathéo, on se disait qu'à Paris, on avait un peu atteint le top niveau de l'écologie, quoi, en mode alors je mange pas de viande, j'ai mon vélo, j'ai ma petite gourde en verre ou en réutilisable, j'ai tous mes petits, tu vois, j'ai le setup de l'écolo, voilà. Bon, ok, de temps en temps, tu vas au parc, tu vois, tu fais des petites sorties en forêt, tu vois, et voilà, et tu utilises très peu la voiture parce qu'il y a plein de transports. Tu vois, tous ces trucs un peu, voilà, t'es zéro déchet, t'as un espace pour bien trier tes affaires, tu vois. Donc t'es un peu là en mode, ouais, je suis vraiment à un niveau où je fais vraiment de mon mieux, quoi. Et ici, t'arrives, bam, déjà, tu vois, moi j'habite à Pointe-à-Pitre, bam, tu vois l'état des poubelles. T'es là, genre, hey, alors comment je vais faire pour trier? Alors là, vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça sert à rien pour le coup. Ou genre, je sais pas, quand tu vois, tu te dis, est-ce qu'il y aurait un petit espace à composter? Moi, parfois, je passe et je me dis, là, je pourrais peut-être demander à ce qu'on mette un truc à compost. Mais tu vois, c'est pas du tout pareil dans une ville où, en plus, déjà, le traitement des déchets, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis même, la voiture, tu vois, ouais, t'as les bus. Moi, c'est bien rigolo, 2 minutes, les bus. C'est quelque chose. Faut le vivre. Moi, je l'ai vécu pendant plusieurs mois à Sainte-Anne dans les grands fonds. Pour revenir, tu vois. J'ai vécu le bus. Voilà. Il n'y a pas de souci, mais bon, tu vois, genre, je comprends les gens qui vont se sentir vraiment bloqués par rapport à la voiture, et la voiture, c'est une nécessité ici. On n'a pas du tout, du coup, ça m'a vraiment fait revoir ce rapport de privilège, tu vois, avec ce regard un peu des pays du Nord ou de l'Hexagone. On va être là en mode, voilà, nous, on est les bons écolos parce que, je sais pas, nos rues sont propres. Tu vois, mais où est-ce que ça finit, tous ces vêtements? Où est-ce qu'on balance tous nos déchets? En fait, on les balance chez les autres, quoi. Et là où on voit quand c'est un peu moins traité, déjà, j'avoue qu'on peut constater l'ampleur, en fait, à quel point c'est difficile de gérer des déchets sur une île. On se rend compte à quel point, en fait, je trouve qu'on peut pas... tant qu'on n'expérimente pas ça, on peut pas se rendre compte à quel point c'est lourd, même psychologiquement, tu vois, parfois à la Guadeloupe, de se dire, voilà, t'as tous ces problèmes d'empoisonnement, de vie chère, etc. Oui, par là. Tous ces problèmes d'empoisonnement, de vie chère, parce qu'en fait, on va se retrouver face à aussi une réalité qui va faire que on va être dans un espace moins privilégié. Pardon.
Vas-y, profites-en. tous ensemble, un petit hockey. Taquine. Et en fait, cet espace où on voit qu'on est, vraiment une colonie, un sous-département, où ça va être vraiment moins bien fonctionnel, les soins médicaux, bon, même si c'est pas trop macabre, mais bon, ça on en parlera peut-être plus tard, etc. En fait, on se dit, ok, là j'ai plus mon backpack d'écolo, comment est-ce que je fais avec cette réalité qui n'est pas juste je suis une Montillaise indépendantiste en hexagone, mais c'est quoi vraiment les réalités de la souveraineté alimentaire, c'est quoi vraiment les réalités de détenir de la terre, c'est quoi vraiment la réalité de l'importation, c'est quoi vraiment la réalité des prix, c'est quoi vraiment la réalité de qu'est-ce qui est taxé par qui est tenu par des béquets ou pas. En vérité, c'est très opaque et c'est très dur de s'en défaire en fait. Donc une fois qu'on sort un peu de cette illusion, que ce soit de l'écologie, l'illusion de ce militantisme qui va être, on va dire, très radical en hexagone, en mode non mais qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez les Antillais, vous voulez pas vous réveiller Non mais en fait là c'est pas une hydre à plusieurs têtes, c'est un truc ficelé où c'est vraiment très dur entre guillemets d'avoir un discours éthique tout fait, parce qu'en effet quand on parle en hexagone de l'accès aux ressources, mais on est les pilleurs. C'est nous qui pillons. Donc c'est sûr qu'on a accès à tous les trucs et on est là genre en mode les gens peuvent pas mieux consommer. Mais attends, mais tous ces trucs déjà, tu vois, genre même ici j'ai vraiment posé une réflexion sur aussi l'alimentation coloniale, parce que bien sûr je suis contre l'alimentation carnée, la protection des animaux, etc., la non-exploitation, je suis abolitionniste sur ces sujets-là. Mais ici j'ai vraiment développé des choses que j'aurais pas pu imaginer quand j'ai commencé à faire, je sais pas, mes propres amandes, le temps que ça met à avoir ses propres amandes quand nous on est juste là. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Quand tu veux des noix de cajou et que le truc te crame, le liquide peut te péter au visage et te brûler parce qu'il y a de l'acide, et toi t'es juste 500 grammes, de la poudre d'amande. Même la poudre d'amande, j'ai grave mal au cœur maintenant de l'utiliser, parce que la réalité de la ressource, la banane bien sûr, la canne à sucre, en fait il y a toute cette histoire coloniale qui pèse, et quand en plus on vit dans un espace où ces ressources coloniales sont à portée de main, on se rend compte à quel point elles sont précieuses et à quel point on a beau avoir le backpack de l'écolo, en hexagone on est complètement déconnecté de la réalité, et que même si ici, ouais, certes, j'utilise plus de plastique, certes, j'ai la voiture, certes, j'ai pas l'image propre de l'écolo parfaite, mais je sais que j'ai une notion, un rapport à la ressource qui n'aurait pas pu être si j'habitais pas le territoire et si je ne vivais pas l'expérience guadeloupéenne. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu te sens, tu penses que tu es plus aligné ici dans ton côté militant, justement? Ah oui, complètement. Parce que, ce truc, alors j'avais quand même pas le culot de dire réveillez-vous, quoi. Mais, je pense que j'allais moins contrer. J'avais moins contré le discours un peu classique de franchement faut s'organiser, c'est bon, tu vois, bien sûr qu'il faut s'organiser, mais aussi poser un peu de douceur sur notre population, parce que le quotidien c'est pas du tout nous avec dans nos espaces où on n'a pas de coupure d'eau, où en fait rien que ça pose tellement une charge mentale énorme sur je te dis, l'empoisonnement, les coupures d'eau, les coupures d'électricité, les trucs c'est des petits trucs sous-jacents sur lesquels on finit par s'habituer, mais c'est de l'ordre du privilège énergétique, le privilège de la ressource, quoi. D'avoir quelque chose où, certes, l'hexagone se fait aussi empoisonner, eux aussi ils y sont, de toute façon, la loi du plomb, etc., on a entendu tout ce qui se passe. Mais ils sont pas exempts de ça, mais ici on est vraiment dans un niveau d'irrespect. Le respect, là, on l'a expérimenté, on le vit au quotidien, et ça fait partie des choses où, en fait, on sait qu'on ne peut pas avoir de révolution sans perte de confort. Mais là, le confort, il est tellement entre les deux. Ouais.
que en fait comment est-ce que tu veux dire aux gens mais lâche le confort qu'il te reste pour mener ta révolution zapatiste et voilà alors que t'as je sais pas des mômes, ta famille à nourrir et t'es là mais attends tu travailles pour qui, c'est qui ce groupe, c'est qui Moi, par exemple, je peux me permettre des choses que je sais que les autres personnes ne peuvent pas parce que, je sais pas, j'ai pas d'enfant mais le jour où c'est le cas, je pourrais pas peut-être autant me dire aussi impartial, quoi. Donc, je pense qu'il faut quand même mettre de la douceur sur ça parce que c'est pas toujours aisé et c'est quelque chose que j'entends peu cette compréhension du quotidien de ce que vit une population colonisée. Oui, question. Je voulais dire que c'est, franchement, c'est super, ça reste super cool ce que tu dis et ça reste une autre notion, de l'écologie sur le territoire. Et, en fait, moi, je vois très bien, ton la différence que tu mets entre l'Hexagone et ce qu'on a ici. Et pourtant, tu vois, je trouve que malgré tout, il y a beaucoup de choses qu'on met en place, des petites choses, mais il faudrait que peut-être le peuple s'en rende compte. Ouais. Tu vois, par exemple, le simple fait, tu parles du salon VG Créole, franchement, c'est un super salon. Et on voit au fur et à mesure des années qu'il y a de plus en plus d'engouement autour de ça. Après, moi, j'avoue, à chaque fois que j'y vais, je suis sur un stand, je suis standiste. Il faudrait voir en fait si justement c'est pas un salon qui permet aux gens justement de voir les choses différemment. Ouais. Et pourquoi pas dans ce même salon donner des petites astuces pour avoir ce starter pack mais guadeloupéen écologique. Ouais. En fait, moi quand je dis que par exemple voilà la lourdeur ou l'ambiance et le climat économique, politique pèse sur la population. Par contre, je dis pas du tout que il y a rien qui est mêlé. Moi, au contraire, je me sens beaucoup plus alignée ici parce que comme on disait avec mon conjoint, il y a vraiment ce côté on peut attaquer le problème. On n'est pas dans les palabres sans fin d'écologistes qui sont sur du béton 100% béton toute la journée. On a vraiment ce côté permaculture tropicale, jardin créole, je sais pas, les calebasses, tout ce qui va être le zéro déchet. On est à la base du zéro déchet, quoi. C'est-à-dire vraiment là on n'est même pas en train de transformer, on prend un fruit, ça fait partie de notre culture, ça fait partie d'une question aussi de vibration, de charger son alimentation. Donc pour moi vraiment les actions qui sont menées ici, elles sont déjà énormes et en vérité c'est là que je trouve qu'il y a le plus de travail à faire, mais le plus de possibilités, des possibilités dans le dur, quoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on repense sa construction, comment est-ce qu'on repense son alimentation, comment est-ce qu'on peut aspirer à une autonomie alimentaire alors que bien sûr on sait que pour l'instant elle est saturée, elle n'est pas possible pour tout le monde, mais comment est-ce que chacun peut faire sa part et au contraire arriver à une forme de souveraineté et même moi j'aime bien dire que je suis très contente d'avoir choisi mon Jeux d'herbe comme prénom parce que pour le coup comme nom d'appellation pour mon compte parce que je suis vraiment accro à tout ce qui pousse et quand on voit tout ce qui est comestible, tout ce qui est médicinal, mais vraiment en bas de chez vous comme ça, des vieilles herbes comme ça qui sont en train de se battre en duel, en fait on peut redonner de la valeur et cette valeur existe déjà et on va dire que c'est plus tu vois de la douceur sur la compréhension par rapport aux enjeux et à quel point on peut pas être genre la propreté, la pureté militante parisienne on va dire et aussi, mais par contre c'est un territoire sur lequel pour moi l'indépendance est complètement possible et aussi elle est à portée de main avec une organisation, des prises de conscience et pour ça il faut se relier au vivant et le salon VG Créole moi je trouve que c'est fantastique parce que déjà ça offre une forme de starter pack avec bien sûr valoriser les acteurs locaux comme le fait que tu en fasses partie ou par exemple les ateliers, les conférences, donc tu vois on travaille sur le ventre, on travaille sur l'esprit et même moi tu vois dans mon compte c'est quelque chose que j'ai toujours dit que j'aime bien travailler sur le fond et la forme, c'est-à-dire faut prouver que c'est bon, on va bien s'amuser, on va bien manger, on va kiffer et en même temps on va comprendre le pourquoi du comment et qu'est-ce qui se passe en sous-texte quoi. Donc moi par contre ici je trouve qu'il y a vraiment des initiatives incroyables et on n'est pas du tout dans des académies du climat qui sont juste en train de balancer des chiffres et des trucs complètement hors sol. On est vraiment sur
comment on va faire pour s'organiser, comment est-ce qu'on peut purifier notre eau, comment on fait. Et pour ça, je trouve que on est bien lotis en Guadeloupe pour ça. Ouais. Une autre question? En fait, c'est une question et une remarque en même temps. Je voulais revenir sur le fait que dans tout ce que tu as dit, enfin, je sais pas pour les autres, mais je crois que c'est la première fois que je me rends compte de tous les petits gestes écologiques qu'on fait déjà en tant que citoyen et dont on se rend pas compte. Parce que souvent, les gens, de manière générale, ils te disent, écologie, habiter, tu vois, pouvoir, français, peu importe. Mais en fait, on se rend pas compte que ce sont des petits gestes qu'on a déjà au quotidien. Comme par exemple, comme tu dis, que l'on fait déjà, que l'on fait pas. Voilà, des choses comme ça, ce sont des petits trucs tout simples que tout le monde va sortir quand tu vas dans une grillade ou... Tu te fais embrouiller parce que t'as pas ta timbale, tu vois, personne se fait embrouiller parce que t'as pas ta timbale. Tout le monde a son truc, sauf que on le fait pas par en fait, dans la tête, on se rend pas compte que c'est écologique. On se dit, c'est le truc de mode, quoi. C'est la base, c'est guadeloupéen, tu as ça. Et je pense que s'il y avait vraiment un travail sur se rendre compte de ces petits gestes qui sont déjà en place et qui font que on a déjà fait un pas, tu as déjà fait un pas, j'ai déjà fait un pas, il a déjà fait un pas vers cette écologie, ce sera peut-être plus facile de faire un deuxième et un troisième pas. En fait, c'est établi parce que la construction, bon, voilà. Mais tu vois, c'est le premier pas, il est déjà fait. On te dit le plus difficile souvent, c'est le premier pas, mais là on l'a déjà fait. C'est le deuxième que faut s'en rendre compte. Donc c'est pas une conscience qu'en tant que citoyen, on a déjà fait des pas en fait en écologie. En fait, c'est un peu bâtard parce que culturellement, on a vraiment un héritage afro-indo, caribéano descendant qui est incroyable, qui justement n'est pas on n'a pas de question de zéro déchet, quoi. C'est déjà là, on a toute cette pharmacopée, on a déjà toutes ces habitudes, le travail du bambou, toutes ces choses en fait, on les a à portée de main et on les pratique déjà, tu vois. Mais en fait, c'est assez bâtard dans le sens où on est un peuple complexe pour moi, dans le sens où on va faire des choses qui en effet vont être écologiques et puis de l'autre côté va être complètement bouffé par justement ce côté colonial, hyper consumériste, hyper. En fait, on est vraiment dans une bataille, je vais pas dire d'égrégore. Tu vas couper. Tant pis. Je vais laisser. Dieu, allez, on va tirer des gens chelous. On parlera de la question spirituelle au moment donné, tout de suite. C'est ça. Non, mais on est dans une bataille de paradigme. C'est vrai. C'est fort. Tu vas pas tirer les fous. Les fous du bus. On les connaît. Ah là là. C'est ça. Donc ouais, on est dans des batailles de paradigme où je pense que oui, en effet, en fait, et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'être à la fois doux mais aussi lucide sur nous. C'est-à-dire que on peut pas, le but c'est pas de se flageller à se dire qu'on est un peuple pourri ou des trucs comme ça, mais c'est aussi reconnaître nos faiblesses, quoi. Et je pense que comme je vois des gens qui sont très connectés à la nature que je connais, ils vont quand même laver leur voiture à la rivière, quoi. Il y a des gens, ils vont être là avec des produits toxiques en train de laver leurs cheveux dans la rivière. On va aussi avoir parfois des comportements pas hyper foufou, quoi. Tu vois, et c'est et je suis d'accord que, tu vois, on va quand même baigner dans un héritage où la connexion à la nature, elle est hyper intense, et c'est pour ça que pour moi, le but, c'est que le peuple guadeloupéen redevienne un peuple autochtone. C'est-à-dire redevienne cette population qui est connectée, qui écoute les besoins de son espace et arrive à se resynchroniser à ça et ne pas être bouffé par tous ces trucs qui sont très durs à lutter, parce qu'en vrai c'est du confort ou c'est un truc que tu vois, genre ça donne envie, on a envie d'avoir ce truc, on a envie d'avoir ce mode de vie un peu plus l'opulence, on sait qu'est-ce qui marche, quoi. Et ce qui marche, c'est des gros festivals de l'enfer, c'est pas, bien sûr, le VG créole ça marche bien, c'est vrai, mais manger en conscience, oui, ça marche. C'est des sujets qui touchent la population, parce qu'aussi on est une population vulnérable et les gens, je pense, s'en rendent compte. Mais c'est aussi, tu vois, on a un peuple complexe, composé de manière complexe, et du coup on a un peu parfois, je pense,
ce côté un peu bad, mais vraiment, tu vois, mais comme on peut le voir dans toutes les populations colonisées. Tu vas en Inde, le traitement des déchets, comment est-ce qu'ils font certains trucs, on va se dire, on va poser un regard dessus, non mais c'est hardcore, mais eux, ils sont en train de dealer avec leur culture qui a été détruite, et ou pas détruite, vraiment infiltrée, quoi. Et tu vois, genre, je pensais à ça parce que, tu vois ça, mais même dans les problèmes d'alimentation, tu peux le voir sociologiquement sur toutes les populations colonisées. Tu peux prendre par exemple les Premières Nations, les gens qui sont dans des réserves, ils vont tous avoir une alimentation hyper carnée, mais pas en mode le mythe de l'Indien qui va chasser. Non, il va bouffer des grosses boîtes avec des saucisses dedans. Ils vont avoir des plats un peu traditionnels qui viennent du colon, que eux ils ont envoyé, et des taux d'alcoolémie assez dingues. Comment est-ce qu'ils intègrent certaines dépendances? Et ben après c'est très dur de s'en séparer, tu vois, parce que on est des populations vulnérables, et je pense aussi parce qu'on est des populations extrêmement sensibles et connectées, et du coup quand tu intègres, on est un peu comme des antennes, on peut attirer extrêmement le bien comme canaliser le poison très très fort. Voilà. Ouais. Question? J'ai l'impression que tu es venu à la fois retrouver ta richesse Ouais. en tant qu'antillaise, Ouais. ce qui t'appartient, ta place, et en même temps, mais le côté mission, mais c'est bizarre parce que c'est un peu oui, un peu non. Ouais. Moi qui suis très radicale ici, j'ai appris une certaine forme de nuance. Et pourtant, je suis pas très nuancée. Mais je suis revenue retrouver ma richesse, en effet. Prendre de la place, prendre de la terre. J'adore ce slogan Land Back des Premières Nations, notamment qui se battent pour récupérer leurs espaces. Habiter la terre, pour moi, c'est vraiment important, mais c'est aussi important de faire preuve d'une certaine forme d'humilité dans ce que je fais, parce que je sais aussi que peut-être je ne vais pas changer, peut-être que je vais pas changer personne, je vais peut-être éveiller une personne, peut-être contribuer à quelque chose qui a déjà été fait. Et du coup, moi, c'est juste, en fait, je cherche à créer mon idéal par l'exemple, par ce que je représente, par ce que je fais. Et ensuite, qui s'aiment se suivent, quoi. Ok. Et ben, tu vois, on va effectivement que tu es aligné sur ça, cet alignement, tu vois. Est-ce que justement l'alignement que tu as gagné ici te permet de faire beaucoup plus que ce que tu pouvais pas faire en France? Comme je t'ai dit, je pense que j'ai un discours qui parle. Moi, je peux pas parler pour tous les Antillais, mais je pense que qui va quand même plus être pertinent parce que j'expérimente et j'ai choisi de construire ma vie de famille, ma vie future. Ici, mon destin ne sera pas différent, quoi, malgré l'effondrement qui nous attend. Okay. Mais oui, c'est quand on est une écolo, du coup, on se renseigne et on est là, genre en mode, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se mettre sur une île avec toutes les problématiques de réchauffement climatique et désastres, catastrophes naturelles? Voilà, faut être à l'aise avec une forme de faim. Okay. c'est comme ça. Est-ce que c'est pas aussi une forme de... Enfin, moi, je crois de façon très fervente au prix de... Tu vois, je veux dire, tu veux de la plage, l'océan, il faut prendre le volcan, les tremblements de terre, tu vois, ça fait partie de la Guadeloupe, ça, en fait. Tu vois. Okay. Je pense que ça fait partie de l'expérience guadeloupéenne, de vivre avec... En tout cas, d'être parfaitement au fait du fait que la nature peut te tuer. C'est ça. Je pense que ça fait partie de ça. Je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est un... parfois on est un peu trop à l'aise. Je dis ça avec mon père, par exemple, qui est là, genre en mode je jette une petite cigarette par terre. Que je vais ramasser plus tard, mais l'eau emmène des trucs, ou genre je m'en fiche de l'eau que je bois, ça n'a tué personne, enfin en tout cas, alors qu'on a quand même des affaires, des personnes quand même qui ont des cancers dans notre famille, prostate, etc. Donc quand même c'est un peu avéré, mais bon il y a un peu ce truc de genre nous on est encore là, mais bon au bout d'un moment on voit quand même que notre phénotype super solide quand même se fragilise avec les générations, et on voit qu'on n'est plus du tout aussi solide que nos grands-parents. Voilà.
Voilà, exactement. Donc, en fait, voilà, c'est ce côté un peu bâtard, comme je dis, qu'à la fois on est très à l'aise avec cette forme de mort parce qu'on est un peu là en mode jamais ils nous auront. Et après tu regardes en mode mais regarde là, ils sont pas mal quand même là. Donc il y a un peu ce truc de genre, du coup on va continuer comme ça. Il y a un peu ce truc de genre, bon vas-y, ça va jamais changer. C'est une forme de résilience aussi d'être à l'aise avec cette fin des temps, je pense, parce que mine de rien c'est très occidental de voir la fin des temps comme quelque chose, rien que de la nommer quoi. Il y a vraiment que des blancs pour se faire des films apocalypse. 2012 alors qu'en fait c'est eux qui créent l'apocalypse, mais ils font des films en mode là qu'est-ce qui va se passer, donc ils courent. Après, on remarque quand même quelque chose, c'est que les tempêtes nous évitent, nous, en Guadeloupe. Ouais, en ce moment, ouais. Oui, mais tu vois, là, on a l'exemple. Il y a un jour où... Ouais, mais là, genre, je te jure, le truc doit passer sur nous. Il fait le midon. J'ai jamais vu des tempêtes faire des virages autant que devant la Guadeloupe. Non, mais, tu vois, ça, je suis contente parce que je suis là aussi. Tu vois. Mais c'est clair que, tu vois, c'est typiquement un discours de genre, regarde comme il nous évite. On continue. Allez, on continue. Tu vois, genre, on va pas se dire. En tant qu'être humain guadeloupéen, tu vois, genre, genre, on n'a jamais contrôlé les cyclones, nous. Tu vois ce que je veux te dire? Aujourd'hui, par rapport à la situation écologique, il y a des choses qu'on pourrait faire pour éviter ça à notre échelle. Ouais. Mais psychologiquement et philosophiquement, c'est dur à... Et la prière de mamie, t'en fais quoi? Ben ouais, mais c'était pas uniquement pour le cyclone, c'était pour plein de choses. Non mais voilà, dès que ça nous esquive une fois, deux fois, on en fait une règle, on est super content. On a les analysé, on a analysé. Ouais mais, enfin tu vois, on te dit mais ça va réchauffer. Tu vois, à chaque fois ils sont là, oh, elle est chaude la mer là. Non, t'es trop chaude. Bon bah je viendrai à 5h du matin. Non, il y a un problème. Il y a un problème là. Ah oui là, oula, elle est, ouais. Là, on a vu. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais est-ce que il n'y a pas de l'autre côté aussi? Même, on est guadeloupéens, on est 400 000 sur une île qui est assez petite. Ouais. On peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Dans la balance, est-ce que ça va changer quelque chose? Puisque les phénomènes qui impactent nos territoires ne se développent même pas sur nos territoires, à part peut-être les tremblements de terre, ça, la soufrière, mais les cyclones, les tsunamis commencent à se former au large de l'Afrique. Les tsunamis, s'il y a un tremblement de terre, il va sortir du côté du Mexique, de la mer des Caraïbes, tout ça. Donc... Bah en fait, je pense que tu vois par exemple, voilà, je vais te sortir ma carte Kogi. Voilà, vous savez la carte, il en peut plus. Mathéo, il est là, attends, mais c'est ça. T'inquiète, après ça va être Zapatiste. Et là, si je me fais regarder des documentaires, du coup, au début j'ai la flemme, mais parce que je suis sur Love is Blind, et puis après je suis là genre, oh, très bien. Je sais pas trop me nourrir de trucs. Voilà, faut faire attention, faut doser. Et en fait, par exemple, les Kogi, moi, par exemple, dans mon travail, j'aime bien m'inspirer des cosmovisions des autres populations qui n'ont pas été trop infiltrées par voilà la mondialisation, le capitalisme, etc. Pour essayer d'un peu de choper l'essence. Essayer de trouver un peu l'essence de comment est-ce qu'il faudrait avoir comme quel mindset, tu vas avoir mindset de mec riche, mindset de femme fatale, être une femme, machin. Bah voilà, tu vas trouver plein de mindsets comme ça. Bah moi j'aimerais bien trouver le mindset de l'autochtone correct. Comment est-ce qu'on doit penser correctement entre guillemets et sans être trop bousillé par cet individualisme voilà qui nous ronge et ce rapport un peu un petit peu ambigu parce que mine de rien tu vois même nous parfois on peut avoir des attitudes de colons tu vois c'est intégré on peut pas forcément y échapper et pour moi c'est pas une fin en soi, il faut juste se traiter.
Et du coup, je vais pas mal analyser des cosmovisions et voir comment est-ce que ça marche ailleurs, quoi. Et les Kogi, par exemple, c'est des populations autochtones d'Amérique du Sud qui, du coup, ont perdu leurs terres parce que, du coup, en haut, il y a les gens qui veulent planter de la coca, qui veulent les tuer, et qui n'empêchent pas. Et en bas, t'as des forces armées aussi qui sont là, donc pareil, qui prennent leur territoire et se disent, non, dégagez, quoi. Et eux, les Kogi, c'est des peuples, entre guillemets, premiers, qui vont analyser la terre, où est-ce qu'elle est malade, mais genre même leur territoire, quoi, qui n'est pas si grand. Bon, à la base, c'était beaucoup plus grand, c'est juste que ça a été bouffé. Et en fait, ils ont carrément c'est même pas, tu vois, qu'un truc perché spirituel, hein. Ils ont vraiment une manière d'analyser la terre comme si c'était un organisme. Et vraiment, il y a cette similitude entre le poumon, le cœur, qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans la terre pour rééquilibrer la terre, est-ce que l'eau est bonne. En fait, il y a vraiment une éducation des enfants je sais pas, depuis qu'ils sont tout petits jusqu'à 6 ans, ils étudient l'eau. Tu vois, quelle est l'eau qui soigne, quelle est l'eau qui qu'on peut boire, quelle est l'eau qui fait ci, qui fait ça, voilà. Ils analysent ensuite les plantes. Qu'est-ce qui soigne, quoi faire. Ensuite, c'est les animaux. Et après, c'est le territoire. Et du coup, ils arrivent à un âge, je sais pas, 12 ans, à connaître leur territoire par cœur, tu vois. Bien sûr que eux, ils sont là en mode, ils vont te dire, nous, on fait ce qu'on peut sur notre territoire. Mais c'est-à-dire que nous, on voit que la terre va mal, on voit que ça va mal, et nous, c'est de notre responsabilité de travailler en faveur de la terre, quoi, de l'aider à la purger, de l'aider à se réparer, à se guérir, quoi. Et franchement, ils font un travail assez incroyable. Faut vraiment le voir si ça vous intéresse. Vous allez voir les Kogi. Partout, il y a plein de reportages. Franchement, c'est hyper connu. Et ça m'a vraiment inspirée. C'est ça, mais ça peut être plein d'autres. Tu vois, je peux t'en sortir d'autres. Les Quechua, les Potawatomi, les Soninké, plein d'autres ethnies qui vont avoir un rapport de responsabilité vis-à-vis de la terre et qui vont juste se dire, ok, nous, on fait notre part. Mais en fait, il faut que tout le monde s'y mette, quoi. Et en fait, si déjà nous, on peut faire en sorte, je sais pas, d'avoir une eau potable, d'avoir aussi, parce qu'on n'est pas que des êtres humains, on a aussi nos voisins, les animaux, on a aussi nos voisins, la rivière, le minéral, le végétal, qui fonctionnent. Et en fait, il n'y a pas que nous, notre survie qui est en jeu. Quand on parle, par exemple, en Guadeloupe, des coraux, par exemple, du traitement des coraux. Moi, je fais jamais ces attitudes, je fais jamais ces trucs, ces activités de touristes en mode aller voir les coraux. Mais maintenant qu'il y a des vacanciers qui viennent me voir, je fais des trucs de vacanciers et je suis allée voir l'état des coraux. Mais j'en ai pleuré. Quand j'ai vu l'état des coraux, j'en ai pleuré. Mais je te jure, c'était effrayant. Et c'est une réserve où tu vois des bateaux Malandure, bam, 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 toute la journée. Des gens qui se baladent avec leur crème solaire, qui te défoncent ça H24, et ça tous les jours de l'année. Et toi, t'es là, oui, mais c'est un des espaces où il y a le plus l'écosystème, la biodiversité la plus extrême limite du monde. Et en fait, on laisse ces gens-là nous défoncer ce bijou auquel on est attaché dans notre chair et dans notre cœur. Est-ce que c'est pas... Bien sûr que, qu'est-ce que nous, là, la petite Guadeloupe, on va faire? Mais si je trouve... je pense qu'il y a des populations qui sont quand même mieux connectées, mieux renseignées, qui ont un savoir qui est moins pété que ce qu'on a aujourd'hui, parce que vraiment, eux, ils sont venus carrément à Paris, ils sont en mode, ok, vous avez toutes les données, du coup, vous faites quoi? Ça, et c'est super intéressant, je pense. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est vraiment la responsabilité. Et même au-delà, si on doit mourir, allons-y. Mais au moins, chacun fait sa part. Chacun fait sa part et soyons connectés, ne soyons pas des zombies ou des parasites de la terre, quoi. Donc, tu recommanderais au-delà de chacun fait sa part, c'est chacun prend la responsabilité de son territoire en main en se renseignant pour son territoire et donc à tous les Guadeloupéens de prendre soin du mieux qu'ils peuvent de leur terre. C'est pour moi vraiment devenir autochtone. Même moi, je ne le suis pas. J'aimerais être cet autochtone de la terre.
J'aimerais atteindre, et je suis en travail, tu vois, j'aimerais savoir quoi cueillir, quoi faire pour comment équilibrer sans que ça impacte la rivière à côté. Comme ça a l'air perché, mais en fait, ça devrait être normal de savoir ce qu'on peut voir, ce qu'on peut avoir. C'est des trucs normaux. C'est là, comme ça, j'ai l'air... Mais ouais. Non, tu es pas l'Uberlu. Être complètement touriste de son espace et ne pas, c'est pas juste découvrir la dernière cascade qu'on va balancer sur Instagram pour qu'il y ait d'autres gens qui viennent parasiter le lieu, quoi. C'est aussi rapporter du sacré et se dire, bah voilà, je suis autochtone de ma terre, on m'a pas juste déportée, je me suis synchronisée avec elle et je la sers, elle me sert, c'est un cycle du don, quoi. C'est un cycle de matique, hein, comme on peut dire, attention, les fous arrivent. Un cycle... Je suis avec toi, je te tiens. Un cycle matique d'équilibre. Et là, voilà, on va dire, oui, mais l'équilibre, ça va être un peu de faire un peu du caca, un peu du bien. Il y a toujours eu la mort et la vie. Ouais, mais là, on est dans la pente descendante de fou et c'est de notre responsabilité de faire en sorte de rebalancer le truc, de vraiment se mettre de l'autre côté du bateau en mode allez, un peu comme les yolles, quoi. Tu vois. Bonne des rêves pour qu'on puisse être se situer. Non, mais c'est une vraie galère, à tenir debout. Donc, bah voilà, c'est ça. Imaginez qu'on est là-dessus, c'est le monde, tu vois. Je pense je pense que, enfin, je suis content pour toi que tu sois revenu en Guadeloupe. Hein. J'aime toujours savoir que les Guadeloupéens sont chez eux. Ouais. Je comprends ce que tu ressens, mais je pense que tu veux rester là-bas parce que c'est là-bas le problème. Hein. Bah, non, je crois pas. Non, je développe ma pensée. Tu disais que nos populations, nous sommes naturellement écolos. Si on peut en reprendre ce terme, n'existait même pas à la base. En fait, c'est la base, d'accord? Mais toutes les autres populations, je sais pas, éthiopiennes, africaines, indiennes, elles sont comme ça, de base, naturellement. Mais pour moi, la seule problématique, c'est, je sais pas, le capitalisme, l'Occident, en fait, qui parce que quand nous, on va se mettre à être clean, j'utilise des termes, à respecter la nature, mais on est vraiment, les conséquences des comportements des autres, c'est nous après qui les récoltons. Mais pas que. Enfin, eux aussi, mais je trouve en fait que il y a une petite partie de la population qui doit payer pour les bêtises. Ils sont responsables de tout ça. C'est-à-dire, quand on revient sur toi qui habites à Paris avec ton pack écolo, d'accord, une grande ville concentrée, c'est déjà pas normal en fait. Mais oui, mais en fait, vous êtes mignons, mais en fait, si nous, on parle des problèmes, moi je dis, non mais, les Parisiens sont le problème, mais je sais pas, tu dois avoir des amis, de la famille, ils sont, bien sûr que les identités, elles sont complexes quand t'habites dans un espace mondialisé. Mais, en réalité, moi par exemple, non, mais c'est pas... Ouais. J'ai pas... On sait que c'est... Laisse-moi aller au bout de ma pensée. Merci. Ouais, laisse-moi aller au bout de ma pensée. Merci. Non, mais aussi tu as dit. Donc, voilà. Ouais, reprends. Et du coup, pourquoi est-ce que je reste pas là-bas? C'est une question intéressante, ce que je vais prendre en compte. Pourquoi est-ce que je reste pas à Paris? C'est que, par exemple, les choses que je vais mener là-bas, elles collent pas forcément avec mes valeurs. C'est-à-dire, par exemple, j'ai envie de manger, je sais pas, mon Colombo, j'ai envie de boire du lait de coco, j'ai pas envie de me dire, je vais construire une maison autonome dans la Drôme et bouffer des radis blancs ou des trucs que j'aime pas trop là. Bon, après, de la culture, c'est le choix du goût là. Mais ça, c'est le choix du mode de vie. J'ai envie d'élever mes enfants qui sont dans du béton ou dans un endroit où ils caillent. Moi, je suis asthmatique sévère, mais mes poumons vont mieux quand il fait chaud. Je respire mieux dans un bon taux d'humidité. Voilà, je dis pas que du coup, tous les gens qui veulent boire du lait de coco, faut qu'ils viennent. Non, du tout. Écoute, faut avoir une carte et puis voilà. Après, tu utilises ta carte et si t'as pas la carte,
tant pis, tu vas faire du lait d'avoine. Ce n'est pas un appel à venir, quoi. Et du coup, moi, rien que dans ma vie, rentrer, c'est aussi pour moi une manière, c'est plus complexe que juste, entre guillemets, me dire, j'espère que, voilà, je vais créer du changement. Je sais que je suis juste mangeuse d'herbe, hein, c'est juste Charlotte. Donc, moi, par exemple, ce qui m'intéresse quand je mène mes actions, c'est de parler à des personnes concernées. Et des personnes aussi vulnérables. J'ai pas envie forcément de parler à que des personnes blanches ou des personnes qui vont être dans une certaine forme de privilège pour parler de par exemple alimentation et puis moi en plus consommer des produits coloniaux. Tu vois, donc ça c'est par exemple ça faisait partie de mes démarches. Il y avait aussi le fait de rentrer, le fait de par exemple avoir attends laisse-moi finir je t'ai vu le fait que tu vois par exemple mon papa c'est un exilé un peu, tu vois, il se considère comme un exilé, il est venu très tôt et toute sa vie il a pas pu rentrer parce qu'il était en charge de la famille financièrement. Et pour lui, c'était vraiment un crève-cœur, tu vois, de pas pouvoir habiter sa terre. Tout le monde est rentré, hein, j'ai à peu près 9 tantes et oncles, mais lui, il était bloqué et tu vois, genre, ça a été vraiment quelque chose qui a été compliqué pour lui et je pense que ça l'a vraiment choqué de voir sa fille rentrer avant lui. Du coup, il est rentré. Mais du coup, tu vois, ça fait aussi partie d'une guérison transgénérationnelle de se dire que non, on va pas attendre la retraite, non, on va pas attendre la retraite pour faire des locks, non, on va pas... Tous ces trucs qu'on se dit, on va attendre. Non, on va pas attendre. Et je pense aussi, mine de rien, ici, c'est pas l'alimentation, au-delà de réveiller des consciences, il y a des vraies questions de souveraineté alimentaire ici qui doivent se mener ici. C'est-à-dire que la souveraineté alimentaire, ici par exemple, quand on parle de végétal, on sait qu'on valorise un espace qui, quand on est OK pour l'agriculture et l'exploitation d'élevage, impossible à mener. Par contre, si on se concentre sur le végétal, oui, possible, parce qu'on n'a pas assez de terres agricoles disponibles, parce que c'est occupé par de la monoculture, et que en plus, pour que tout le monde ait sa viande dans des conditions éthiques, il faut qu'il y ait que des pâturages. Alors que tous ces pâturages pourraient être des espaces où on plante et où on redonne à la population. Donc, pour moi, ici, on a des combats à mener sur le terrain qu'on ne peut pas mener en hexagone. Tu vois, en hexagone, on va parler, d'astuces, de conserver un peu, un peu comme on a un peu des Antillais béquilles où on est un peu en mode, on va quand même dans des chantées Noël, on va un peu écouter vite fait du car. Mais tu vois, on est un peu comme des gens qui suffoquons comme ça à essayer d'avoir des bribes de notre culture un peu partout. Et ici, quand on parle d'écologie, on n'a peut-être pas le starter pack que tu peux trouver sur Amazon, tu vois. Non, mais tu vois, genre ton truc avec tes couverts réutilisables, pense ça, tu vois, je disais ça comme ça, mais tu vois, t'as ce truc un peu où tu te dis que là, tu fais les choses dans l'ordre, mais ici, tu vas te dire, ok, comment je construis ma maison? Est-ce que je fais couler du béton? Est-ce que, tu vois, les trucs, toutes les questions cycloniques où les gens ils sont là en mode si le béton, mais en fait le truc ça va pas du tout. Et tu vois tous les autres pays d'Asie qui construisent avec du bambou et la maison elle bouge avec le truc, que ça dure depuis 100 ans que c'est là. Mais voilà, donc se réapproprier aussi nos savoirs et se dire non, c'est pas un truc de blanc. Et même si la faute c'est leur faute à eux, on sait aussi que je sais plus combien c'est, mais l'empreinte carbone d'un Antillais, c'est combien déjà? 14 tonnes par an. Ah, c'est là. Par rapport à des... 10 pour les vignes. Voilà, parce qu'on n'a pas... on a la voiture, parce qu'on a l'importation. Donc, on n'est pas des non-pollueurs. On n'est pas des on vit comme ça. On vit parce qu'on a on vit comme ça parce qu'on a des enjeux qui sont plus ou moins faciles, mais il y a aussi des trucs avec lesquels on s'arrange. Et c'est cette lucidité que j'aimerais qu'on aborde. Justement, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es plus apaisé en Guadeloupe? Non. À chaque fois, c'est la même chose que j'ai T'as remarqué? Non. Je suis pas du tout apaisée en Guadeloupe. Et à Pointe-à-Pitre aussi, pour préciser. C'est aussi autre chose. Vraiment le dialogue social, quoi. Ah ouais. Parce qu'il y a juste que tu as pu percevoir aussi par rapport à l'échange avec un autre invité, c'est
bon, le côté être militant pour venir dans son île, par rapport au danger naturel, mais il y a aussi le côté militant parce que tu sais qu'il y a des choses liées à l'empoisonnement. Tu nous as expliqué ça aussi, donc du coup, c'est carrément militant. Donc, pas plus apaisé que ça. Ah non, pas du tout. Par rapport à l'environnement, pas du tout. Ben, on n'est pas dans la retraite spirituelle, là, hein. On n'est pas calme, hein. On n'est pas calme. Beaucoup de choses ça fout les nerfs tout le temps. Donc, non, mais on apprend à vivre avec ça. Bon, après, de base, je suis pas la personne la plus calme de la Terre. La plus calme. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire que non, parce que que ce soit, il y a tout qui peut m'agacer ici. Tu vois, genre même le rapport au génocide par substitution. Le rapport à voilà, quand tu vois que comment est-ce qu'on oui, elle a la ça faut qu'on s'arrête là-dessus. Ça va dire elle a lâché une bombe. Tranquille. Ok, vas-y, je vais te dire un truc sympa. Qui prend les terres, qui habite la terre, qui est valorisé, muté. C'est très fatigant, ça fout vraiment les nerfs. Quand on voit à quoi est-ce que on est relégué, voilà quoi. Qui a le pouvoir de développer quoi? Bien sûr, on va avoir ce discours de genre oui, mais dans ce cas-là, les Antillais ils peuvent le faire, nanana. Mais même tu vois ça, ce truc c'est c'est vraiment complètement soit hors sol, soit hors entrepreneuriat. Je pense que les gens ils ont jamais entrepris. Ça c'est quoi la douleur de l'entrepreneuriat, et encore plus ici. Donc que en fait non, les gens qui sortent des trucs de en mode ouais ils ont sorti je sais pas un truc de plongée. Nous qu'est-ce qu'on attend? La nature a horreur du vide. Je déteste cette phrase, quoi. La nature a horreur de vide, je déteste. Parce qu'en fait, la nature a besoin de vide. Et elle a besoin de vide pour exister. C'est normal que tout ne soit pas utilisé. Et c'est pour ça qu'aussi, nous, on n'est pas là en mode comme des gros carnistes, des gros dévoreurs de monde. Il y a un espace là, on va le bouffer, quoi. Oui, pardon. Le fait qu'en fait, des fois, on a l'impression que c'est vide, alors que la nature a déjà un plan pour ça. Exactement. Et ça, par exemple, il y a les Premières Nations, notamment les Potawatomi, le peuple Potawatomi, quand les colons sont arrivés, ils étaient en mode mais ils sont trop cons. Pourquoi est-ce que ils plantent pas comme ça en rangée, ils laissent un peu comme ça. En fait, la permaculture, tout simplement, le fait d'avoir un peu un truc en friche, de laisser la terre se reposer, eux ils sont là en mode non mais ils sont complètement cons. Donc nous on va utiliser tous ces espaces, on va rentabiliser. Et en fait c'est une pensée de dévoreur de monde, tout simplement, qui ne sait pas fonctionner avec... En fait, il n'y a pas que toi sur le territoire, il y a des espèces là qui sont en train de se reproduire, c'est leur heure. Là, c'est... voilà, en fait, et c'est pas juste en mode la nature a horreur du vide. Et je trouve que ici, souvent, l'argument, et je trouve parfois que les Antillais ont un très bon mode de vie à aussi ne pas faire. Parce que c'est aussi ça le capitalisme, de dire il faut faire. Absolument faire. C'est trop fatigant. Ouais, il faut absolument faire. Si vous faites pas et qu'ils viennent, c'est normal. Non, je crois pas. Okay. Je crois pas. Je pense qu'aussi, faut aussi laisser l'espace respirer. Il faut aussi se dire tiens, je peux pas faire ça ailleurs. Et aussi retrouver notre sacré pour pouvoir sacraliser la terre. Exactement, ouais. Et puis voilà, se dire que si t'as de la terre, je sais pas, tu demandes à ChatGPT qu'est-ce que tu peux faire en Guadeloupe, des visites, des espaces, voilà. Les gens ils me demandent mais c'est quoi cette cascade que t'as montrée, la cascade aux écrevisses quoi. Tellement on n'y va plus parce que c'est des périodes où c'est blindé de touristes. Et moi ce que j'aime c'est regarder des documentaires dans des espaces en Afrique, sur le continent où y a des gens qui interdisent leur espace aux touristes parce que ça baisse le niveau vibratoire. Je trouve que c'est très bien ça. Parce qu'en effet, on sent que c'est lourd quoi, que c'est vraiment plus comme avant, que voilà, on subit le tourisme de masse et il y a rien de normal à ça quoi. Alors comment se sent l'afroféministe en Guadeloupe? Je pense plus nécessaire que jamais. Okay. Moi, personnellement, j'aime pas trop les débats de genre. Ici, j'avoue. Parce que j'ai l'impression que parfois, j'ai des discussions, j'ai l'impression de faire un saut en arrière, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment des gros problèmes par rapport à ça. Et l'afroféminisme, ce serait un bel outil
Voilà, hein, tout le monde devrait lire un petit Bell Hooks, un petit Audre Lorde, histoire de comprendre, justement, cette femme potomitante, pourquoi il faudrait vraiment qu'elle se repose et qu'on lui laisse un espace de sécurité, de sérénité. Et puis aussi d'analyser aussi les comportements masculins. Pourquoi est-ce qu'on est habitué à ci, à ça et qu'on trouve que c'est normal, et un peu plus comprendre le bagage de genre qui est aussi un héritage de la colonisation. Donc toujours pareil, hein, s'en défaire, faire des choix, éliminer le poison dans nos cellules et dans nos comportements. D'accord. Et comment elle se sentait Et comment elle se sentait en France? On va dire toujours vulnérable. Hein. Je pense que les femmes noires sont toujours vulnérables où qu'elles soient. Mais quand même, on va dire plus entendue, une parole qui est quand même plus, qui est plus vocale. Ça n'empêche pas que il y a toujours des performative males pour s'insérer dans des trucs quoi. Ah oui. Il y a une question, c'est bon ça? On va te laisser. Aussi comprendre c'est quoi la différence avec le féminisme mainstream. Ah ouais. Mainstream. Ouais. Pour l'accent. All right. La différence du féminisme mainstream avec l'afroféminisme, c'est qu'on va prendre en compte 2 oppressions. Donc et parfois même 3, le fait d'être une femme, donc de pouvoir subir le sexisme, et également le fait d'être une personne noire, ou une personne afro-descendante, enfin peu importe comment on veut l'appeler. Et en fait, cette dualité fait que du coup, on vit pas les mêmes choses en tant que femme blanche et femme racisée. Quand on est plus jeune et qu'on n'est pas forcément armé et informé sur ces sujets, on va avoir, Sex and the City, et on a l'impression que nous, si on fait pareil, il va nous arriver la même chose et qu'à la fin, on va finir, on va finir mariés dans un hôtel magnifique. Les gens habitent dans des hôtels, alors qu'en réalité, la place de la femme noire. La place de la femme noire, elle est beaucoup plus empreinte à une expérience plus vulnérable, et que justement les relations amoureuses sont aussi un espace quand même de combat et de genre, parce que dans l'afroféminisme il y a bien sûr la lutte de genre, mais il y a aussi le fait qu'elle soit encore moins payée, le fait qu'on, par exemple rien que sur les réseaux, la plupart des femmes noires, elles n'ont pas autant de partenariats, elles vont pas être très souvent elles vont travailler gratuitement, on va se dire que juste le fait de les inviter, soit déjà contente alors qu'une femme blanche derrière, elle va avoir déjà tout ça rémunéré. Heureusement, il commence à avoir une petite solidarité où on peut se permettre d'aller voir d'autres personnes pour dire est-ce que tu as été payé pour ça, est-ce que tu as et du coup comme ça on peut un peu plus se brancher et s'informer, mais ça reste des espaces vulnérables et une expérience unique quand on est une femme noire, et encore plus quand on est musulmane en plus, ou invalide, ou tout ça se rajoute. Et en fait, c'est comment prendre en compte la différence et la multiplicité des expériences en tant que femme, et pas juste en gros être une femme blanche qui elle peut bénéficier de son privilège d'être une femme blanche, d'être peut-être moins soumise à la précarité, à une histoire qui a abîmé son ADN, Donc on a du poids de mesure pour le même féminisme du coup. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une lassitude dans ce combat, ou par rapport à ce combat? Moi, je suis pas lassée parce que ça fait longtemps en fait que je travaille dessus. Mais pour moi, il y a des choses que j'ai un peu acquises dans ma vie, et que je me vois pas réexpliquer. Je sais pas, comme ça, à des gens qui vont par exemple remettre en question des violences. Les violences faites aux femmes, ou les potentielles violences sexuelles, croire la parole d'une femme. J'ai souvent été confrontée à ça ici aussi. Beaucoup plus, je pense, qu'en Hexagone. Peut-être aussi c'est le milieu, et pour moi, ça m'est assez insupportable, Je ne vois même pas pourquoi je vais débattre là-dessus, Ok. Voilà. Donc il y a quand même cette lassitude quand même, ou... Ouais, lassitude de non-information, pas de travail, Ok. J'ai une question, mais est-ce que ce serait pas plus logique qu'en Guadeloupe, tu sois moins embêté, puisque je suis dans ton environnement, entre guillemets, plutôt qu'en France, où il y a moins de personnes comme toi? Ouais. Et donc du coup, il y a peut-être plus de discrimination.
En fait, je trouve que ici il y a quand même cette insécurité intracommunautaire quand même, où on sait que il y a quand même un haut niveau de violence faites aux femmes. Qu'il y a beaucoup de choses qui sont menées pour quand même sensibiliser, ça veut pas dire que tous les Antillais, etc. Mais on sait qu'on a de toute façon une histoire violente, on est ancré dans une histoire violente, et les cas, moi, de jeunes femmes que j'ai pu rencontrer qui m'ont expliqué d'une manière complètement banale, ah bah là je me suis fait étrangler, du coup on s'est un peu séparés, bon, mais c'est pas du tout une banalité, ça m'est arrivé tellement de fois d'entendre des gens se faire subir des violences physiques et les banaliser comme ça, à les raconter autour d'un verre, que je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas réglé et qui est quand même un peu mis sous le tapis, quoi. De Guadeloupe aussi. Une page assez effrayante. La page MeToo Guadeloupe. Oui, la page MeToo Guadeloupe aussi me donne le vertige, quoi. Donc en fait, vraiment, comme ici, je pense aussi c'est plus petit, on a vraiment des rapports même avec des gens dans les administrations qu'on connaît, qu'on croise, des affaires de pédocriminalité, de violences sexistes, de trucs, bam, bam, ça tombe sans cesse, et on se dit, mais en fait, ce climat d'impunité et de... En fait, les gens n'ont pas peur, quoi. Ils se sentent pas menacés, ils se sentent pas en danger, et le rapport homme-femme, c'est vrai qu'il est très... il peut être très ambigu, très vite, je pense, même sur le travail. Il y a des trucs, moi, c'est très rare que j'arrive à travailler ici avec des hommes, à cause des réalités. Ok. Et est-ce que cette fatigue se retrouve dans tes autres combats militants? De toute façon, la fatigue militante, elle est toujours un peu là, quoi. C'est des phases, quoi. Je pense qu'il faut savoir s'écouter. Quand il y a des moments, j'ai pas envie de me taper des discours ou des images hyper violentes ou des trucs qui vont me déprimer, bah je regarde pas, quoi. Tout simplement, je fais des pauses, je vis ma vie, je joue à Gears of War. D'une autre manière, voilà, je tronçonne, voilà, pour ceux qui connaissent. Voilà, ça me détend. Chacun son spa. Chacun son exutoire, d'accord. Voilà. Là, ça va. Mon cerveau est déconnecté et juste en mode, voilà, voilà. Chacun son truc. Et, mais voilà, je pense qu'il faut s'écouter quand ça fait des années. Et puis surtout, je pense au-delà de ce qui est relaxant quand on incarne son message, c'est de se dire, bah, qu'on fait sa part, que nous, on est comme ça. Okay. Quand on croise, bah, voilà, des jeunes femmes qui sont dans le besoin, bah, on partage un peu son expérience. Et quand on croise aussi des personnes, je sais pas, qui ont des problèmes de santé, bah pareil, on va leur rappeler que la viande, ça cause beaucoup de problèmes de cardiovasculaires, qu'on est atteint notamment du chlordécone, qui est un des facteurs du cancer de la prostate, et la viande est aussi un des facteurs du cancer de la prostate. Donc, si on veut pas se faire un cocktail, voilà, explosif et durer et encore habiter notre terre, et ben ça peut être des bons outils. Donc, pour moi, c'est aussi ça, c'est aussi le fait de juste incarner, de transmettre, ça peut être une bonne manière de s'alléger. Ok, mais finalement, comment est née la militante? Eh ben, je pense que je viens quand même d'une famille assez militante, assez consciente du moins. C'est mon père, on a toujours beaucoup parlé, ma mère aussi. Pas forcément, voilà, en mode... des gens qui ont créé des associations, qui se sont illustrés, mais en tout cas, voilà, qui ont quand même beaucoup lu, etc. Et en vrai, je pense que ça m'a quand même un peu sensibilisée, le fait qu'on parle de ça, de l'esclavage, tout ça, son langue de bois à la maison. Mais j'avoue que moi, ce qui m'a vraiment fait naître militante, c'est mon côté geek. Voilà. C'est ton côté geek qui t'a fait... Ouais, c'est parce que je suis une grosse geekette. Ok, ouais. Alors, qu'est-ce que... Parce que je pense que chacun a son rapport à la geekance, entre guillemets, donc du coup, ton côté geek, c'est-à-dire... Bah, je suis une grosse geek, c'est-à-dire que j'aime tout ce qui est fantasy, science-fiction, dystopie, les animés, les jeux vidéo. Voilà, vraiment, je suis vraiment une grosse geek. Hein? C'est le bon côté du geek, c'est ce que tu veux dire? Ouais, par contre, je prends des douches, voilà. On est chez moi. C'est sociable. Ouais, ça pourrait ne pas ressembler à ça. Vraiment, tu retournes ton slip, hein, comme pendant le Covid. Je peux vous assurer qu'on est sur
3 minimum. Par jour ou par semaine? Bien sûr, par jour. Ouais, par jour. Ouais. Par mois. C'est pour préciser. Là, pour vous, j'ai fait l'effort. Non, je rigole. Donc c'est le côté geek qui t'a finalement réveillé ou Bah, à ce côté militant. Ouais, en fait, ça m'a grave radicalisé. Franchement, j'avoue, parce que, en fait, comme je bouffais à fond des films, Minority Report, je sais pas, Matrix, en fait, c'est vraiment ça a été des portes d'ouverture vers la déconstruction qui ont été super fortes pour moi. C'est-à-dire que quand je vois que, du coup, la Matrix, en fait, c'est justement tous ces trucs qui font de nous des agents du système et que, en fait, on collabore sans s'en rendre compte et qu'après on peut switcher à des agents directs et qu'en fait tant qu'on sort pas, mais quand on sort de la matrice, c'est quoi? C'est la précarité, c'est la sobriété. Ça peut pas être très sexy. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on préfère être endormi, être machin, être une pile pour le système, être un rouage, un moteur qui se fait broyer par le système, mais qui quand même voilà, est heureux de participer malgré tout. Oui, vas-y. Ton véganisme, c'est ta porte de sortie finalement. Ouais, même avec le véganisme, en fait, il y a tellement de choses à travers les films. Moi, vraiment, j'ai une haine et un amour d'Hollywood très ambigu. Voilà, parce que Mathéo va me dire, parle des pactes. Parle des pactes. Parce que pour moi, en fait, ils font en sorte de te donner la recette du capitalisme. Ils te l'expliquent, ils te le montrent, parce qu'il faut quand même que tu sois au courant des petites lettres qui sont écrites. Donc ils en font des films, ils se mettent en mode héros, ils te mettent des avatars, des oh là là, vous avez vu comment ils ont détruit leur arbre. Ouais, c'est ça que tu fais là, James Cameron, avec tes trucs qui détruisent les dauphins, défoncent des tonnes de ressources. Tu vois, même les trucs, je sais pas, Ben-Hur, combien de chevaux qui sont morts pour ce truc, tu vois. Donc à la fois. Ouais, Il y a un chiffre de ça, de combien de chevaux sont morts ouais, par Ben-Hur? Ouais, je crois que c'est plus de, je sais pas si c'est pas plus de 200, un truc comme ça. Un truc horrible. Pareil pour l'histoire sans fin, mais c'en est que un. L'histoire sans fin. Il est mort. Ouais, il est mort. Ah, non, horrible. Oui. L'histoire sans fin. Atriou! Ouais. Et c'est normal? Il n'existait pas? Non, ils l'ont vraiment noyé sans faire exprès. Ouais. Non, mais le cinéma, j'adore et je déteste, tu vois. Et en fait, c'est vraiment dans le cinéma, on peut vraiment voir la trame de ce qu'il nous réserve, quoi. Tout simplement, il t'explique noir sur blanc, c'est clair, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a, entre guillemets, rendu aussi vindicative et éveillée, parce que je trouve que c'est une dissonance totale. C'est un peu comme les films sur l'effondrement, sur l'apocalypse, alors que c'est eux qui causent l'apocalypse, l'effondrement. T'es là genre waouh, en fait, et ils te font adhérer à tout ça. Et à travers ces films bien précis, tu vois, mais ça peut être Le Seigneur des Anneaux, ça peut être. En fait, on voit aussi des portes de sortie. Et voilà, même quand on va regarder, en fait, on s'habitue à regarder, je sais pas, Hunger Games, mais en plus, ce sont des blancs qui sont dessus, quoi. C'est les gens qui vont représenter ça. Ce sont les personnes qui oppressent ces personnes et qui vont être mis comme des personnes courageuses. Mais en fait, moi, comme je dis tout le temps, dans les films de geek, on parle des Noirs. On parle de vous. C'est pour ça que moi, quand on se foutait un peu de moi en mode ah ouais, t'es vraiment une grosse nerd, j'ai dit mais les gars, on parle de vous, hein. On parle de vous. Dans tous ces films-là, on parle de vous. On a juste remplacé les acteurs, mais sinon c'est vous. Et c'est exactement cette résilience historique qu'on met en place. Et c'est aussi cette libération à laquelle on doit aspirer. Donc à travers ça, à travers mes lectures, j'ai pu me rendre compte que c'est ce système très complexe de dévoreur de monde, de capitalisme. Il y a aussi, tu vois, des trucs genre, je sais pas, Snowpiercer, tous ces trucs-là, c'est tellement intéressant. Et ça te permet pour quelqu'un qui n'est peut-être pas dans des élites, tu vois, intellectuelles, d'accéder à des sacrées portes, quoi. Ok. Ça va pour tout le monde? Mais du coup, quelle est la montagne que tu cherches à gravir, ta soufrière, ton but pratiquement impossible à atteindre? Non, pour moi, elle n'est pas impossible, elle prend du temps. Mais moi, elle est très accessible. Je suis quelqu'un qui n'est pas très... on dirait comme ça que je suis très audacieuse, mais je suis pas très ambitieuse. Moi, vraiment très simple, c'est la liberté d'être un humain sur cette terre. Sacrée ambition.
Ouais, mais ici, je pense que c'est possible, quoi. C'est-à-dire habiter la terre, se faire son petit truc, pouvoir manger de ce qui pousse de mes mains, le partager aux gens que j'aime ou ceux que ça intéresse. Je pense que c'est des choses qui prennent un peu de temps, mais qui sont pas infaisables, quoi. Okay. Tu penses que tu es sur la bonne voie? Ouais, carrément. Bah, déjà, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui embrasse mes valeurs, qui rêve des mêmes choses que moi, dans cette sobriété, cette potentielle humilité. Donc, pour moi, c'est tout gagné. Hein. Le temps, voilà. Ok, le temps d'y accéder, le temps finalement d'y accéder. Je comprends bien. Question? Mais en fait, on a beaucoup parlé de ton militantisme et des petites actions que tu mènes pour la planète. Mais en quoi ces petites actions vont vraiment aider quand il y a des multinationales qui détruisent? En fait, pourquoi on vient m'embêter moi? C'est pas pour la planète qu'il y a des fermes. C'est ça le truc. Ouais, mais même. C'est la réponse, c'est sur Internet. Je corrige pour qu'elle réponde. Tu vois? Oui. En tout cas, c'est passionné en tout cas. Pourquoi on vient m'embêter moi? Quand les coupables, avec un grand C... Multinationales, mégalopole, ouais. Il ne faut pas les faire. Ok. Bah, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que même si on a l'impression que nous, nos petits gestes sur notre île, ça va rien changer, en fait, même ça change quelque chose. C'est-à-dire que Mathéo en parlait très bien, il disait que, par exemple, le fait de faire certains efforts, on va agir sur la qualité de notre eau. Bien sûr, on va peut-être pas agir sur les sargasses, on va peut-être pas agir sur le réchauffement de la mer, etc. directement, mais on peut contrôler aussi notre espace. Par exemple, quand j'habitais en 93 au Bourget, fallait voir la qualité de l'air, quoi. Rien que si on s'était attaqué à cet espace, pourquoi il y a des avions qui passent comme ça dans des espaces où on sait très bien c'est quelle population qui habite le 93. Déjà, en gros, ça nous évite plein de maladies, quoi. Et ici, si on, par exemple, on fait en sorte que tous les agriculteurs, ils utilisent pas de pesticides ultra nocifs, rien que nous, cette démarche entre guillemets écolo, ou le fait qu'on mette pas des engrais hyper polluants, des herbicides, etc. dans nos jardins, déjà, nous, ça peut être une forme de durabilité pour nous en direct, pour nos enfants, pour nous. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher, est-ce que la Guadeloupe va sauver la planète? Sauvons déjà le peu qu'on puisse faire, améliorons nos conditions de vie. Je pense, on a tous envie parfois d'être en mode, je vais améliorer, je sais pas, ma voiture, je vais mettre des nouvelles roues, des trucs comme ça. Mais on n'a pas envie d'améliorer l'air ou l'eau qu'on consomme. Enfin, on a tous à gagner de prendre soin de notre terre, et en plus le fait de consommer végétal, ça a été prouvé aussi scientifiquement que si, bien sûr, tout le monde se mettait à consommer en grande partie végétal, on serait en capacité d'enrayer le dérèglement climatique, peut-être pas de le faire reculer, mais de le stopper vraiment drastiquement. Donc même nous, à l'échelle individuelle, face à des grosses multinationales, c'est aussi prouvé scientifiquement que ça a un impact positif, quoi. Donc vraiment, c'est votre seule arme, quoi. Hein. C'est plus fort que le vote, c'est plus fort que le vote une fois tous les 5 ans. C'est notre seule arme pour vraiment se défaire ou se débattre dans ce truc qui est un petit peu déprimant, en mode, quand tu vois l'ampleur, tu te dis non mais c'est foutu. Oui, c'est foutu, mais est-ce que tu veux encore que, je sais pas, ton enfant il vive avec, je sais pas, la moitié de son corps construit parce qu'il y a, je sais pas combien de pesticides qu'on a bouffé, qu'il y ait des troubles neurologiques parce que dans tout il y a des perturbateurs endocriniens? On n'a pas envie de ça. Donc du même niveau qu'on va bien s'occuper de sa caisse, occupons-nous bien de notre espace, ça joue. Alors, à un moment, tu parlais des couples. Et j'ai rencontré un couple d'Antillais qui ne se voyaient pas rentrer en Guadeloupe parce que ils allaient perdre en fait cette vie où, comme ils sont très healthy, très sport et tout, et ils retrouvaient pas ça en fait en Guadeloupe. Qu'est-ce que tu dirais à ce couple, en fait, pour le rassurer, pour qu'ils puissent continuer à avoir leur vie écolo, healthy, en Guadeloupe, en fait? Ouais. Ouais, vas-y, continue. Ouais. Non, je pense que quand on rentre, faut aussi savoir qu'il faut se mettre à la bonne cadence. Je pense que en bon
colons traités, il faut aussi, je pense, se dire qu'il y a des choses qu'on va peut-être perdre. Mais il y a des choses qu'on va gagner. Un rythme de vie sain, je sais pas, se lever, même moi j'habite à Pointe-à-Pitre, ok, j'ai la prostitution en bas de chez moi, mais le matin je peux faire des balades avec mon chien et j'ai l'iode de la mer, quoi. Tu vois, mine de rien. C'est un truc super précieux, quoi. Il y a des gens, pour ce que je vais prendre des bouteilles, là, à Sofaya, bah, les gens, ils vont acheter ça dans des pharmacies. Tu vois? Donc il y a le rapport, tu vois, healthy sport. On a quand même des espaces où on peut faire des randos, où on peut se balader, juste. Enfin, tu vois, c'est quand même un espace vert, etc. En vrai, ça va peut-être pas être la salle, même s'il y a des salles de sport, les gars, voilà. Mais ça va peut-être pas être exactement le même rythme de vie. On va peut-être pas aspirer à faire tous les jours ses courses chez Naturalia, parce que là, je sais pas qui peut faire ça. Hein. Je sais pas qui peut faire ça, mais moi, je peux pas faire ça. On peut peut-être pas aspirer à tout ça, mais on a aussi des richesses incroyables que moi-même, je sais, on paye pour ça. On paye pour de l'eau de mer, on paye pour avoir du moringa. On paye pour avoir du moringa, tu vois. Des souris, de l'acérola, quoi. On est là, genre en mode, voilà, t'as mal à la gorge, prends de l'acérola. Va, il y a de l'acérola partout, même à Pointe-à-Pitre, tu peux cueillir des trucs qui sont à dispo. Tu peux, je sais pas, les feuilles de corosol qui sont en train de vendre partout, là, en ce moment. Enfin, on a aussi une forme de luxe qu'on considère peut-être plus ou moins en fonction de qui on est, quelle est notre connexion au végétal, mais on a un luxe healthy, sportif plus développé, je trouve, qu'en Hexagone, mais c'est clair qu'il faut savoir accepter de lâcher certaines choses, quoi. Faut mieux le packager peut-être pour eux. Hein? Faut mieux le packager peut-être. Ouais. Parce que comme tu dis, il y a accès à tout ça plus facilement. Ouais. Mais moi, j'aimerais vraiment, tu vois, des retours de personnes qui... Je comprends qu'on est ce qu'on est, tu vois. On peut pas penser au-delà de ce que l'on est, tu vois. Mais j'aimerais bien favoriser le retour de gens qui ont envie, tu vois, d'embrasser une certaine forme plus tard de sobriété. Je sais que ça va pas se faire tout de suite, mais... Tu vois, genre, si la démarche, c'est juste de caler ton mode de vie tu vois, à l'occidental ici, bon, j'ai envie de te dire, on est en colonie, ça va, il y a des choses, quoi. Mais j'aimerais bien que, tu vois, on aille voir plus loin. Genre, non, en fait, je rentre parce que, voilà, mon but, c'est pas juste le confort, quoi, tu vois, de retrouver ce confort, je pense. Ok. On avait la dernière question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté spirituel à ton cheminement? Bah ouais, complètement. Bah moi de toute façon, c'est mon éducation. Hein. Mais c'est clair que consommer des animaux ou ne pas les consommer, il y a vraiment un rapport énergétique, spirituel, qui est évident. Au-delà du bien-être animal, quand on voit que je sais pas, on a des, mais tu vois, ça peut être sur tous les niveaux. Genre hier, j'apprenais qu'une pomme, ça m'a vraiment traumatisée. Les pommes ici. Petit quiz. Les pommes ici, les pommes qui sont importées, elles sont récoltées il y a combien de temps? 3 ans. Non. T'es chaud. Provocation. Plus, moins. Provocation. 6 mois? 6 mois, ouais. 1 an. Quoi? 1 an. Ouais, 3 ans, t'étais pas mal, ouais. Mais bon, 3 ans, quoi. Le truc, il est comme ça. Non, mais j'ai ça parce que Les pommes, ça reste donc 1 an. Comment ça? Moi, ça reste 1 an. elles sont enduites de... Ouais, d'un produit particulier, ouais. Ou une sorte de cire particulière. enduites et... Et donc ça 5 balles, hein, alors que c'est le truc le plus rempli de pesticides. Il y a toujours des pommes, tu vois, non mais vraiment. Et je trouve que tu vois, genre, même énergétiquement parlant, que ce soit, bien sûr, il y a, moi c'est le côté aussi carné, même au niveau végétal, tu vois, consommer autant importé, etc., le truc n'a plus de vie, quoi. Et consommer des animaux qui ont souffert ou même consommer leur chair alors qu'on peut faire autrement énergétiquement, pour moi il y a vraiment un problème, quoi. On peut pas se dire ouais voilà spirituel et puis voilà j'élève et je considère et puis je le mange mais avec dignité. Déjà ça faut vraiment se regarder en face. Quand je parle de la lucidité, faut arrêter de se prendre pour des gens hyper conscients quand on mange. Tout le monde va prendre sa barquette, ces trucs de ribs ou ces trucs de à côté, même fait par des gens qui font bien la cuisine. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton assiette. Tu ne sais pas l'animal, il vient d'où. Tu n'en sais rien. Et
respecter la vie en la consommant alors qu'on sait tout ce qui se passe, c'est-à-dire que je sais pas, les animaux soit ils concentrent un max de chlordécone, soit tu as le choix de manger autre chose. Tu peux manger, être en bonne santé, désinflammer ton corps. Les animaux concentrent plus de chlordécone, les œufs concentrent encore plus de chlordécone que la chair des animaux, même s'il n'y a pas du chlordécone partout, mais ça c'est pour le manger local. Et nous, on peut faire le choix de manger autrement. Alors bien sûr, on va avoir cet argument du locavore. Oui, mais il faut manger local et je préfère manger local que manger vos trucs importés. Mais tout le monde prend au minimum. Est-ce que quelqu'un va arrêter les haricots rouges? Il y a des pois rouges là? Qui va arrêter ces haricots rouges là? Donc, à un moment, va falloir choisir. Moi, perso, j'arrête pas mes haricots rouges. Est-ce qu'on va arrêter enfin, il y a plein de choses qui sont pas de notre fait. Alors, par contre, on peut cultiver des pois sur le territoire, on peut faire tout ça, et aussi on peut choisir d'être dans quelque chose de plus compatissant, de plus empathique, surtout quand on connaît notre histoire et le rapport à l'exploitation, le fait d'inséminer, détruire le corps des femelles, détruire le corps des vaches, de consommer leurs bébés avec le veau. Moi j'aime beaucoup dire qu'en fait tout ça c'est de la black magic, hein. C'est-à-dire, et puis j'ai plus la dark magic parce que voilà. C'est-à-dire que pour moi, les colons, vraiment, c'est les pros de la dark magic alimentaire. Qui s'est dit, ah tiens, j'ai un veau, je vais l'arroser de son lait maternel, tu vois, et je vais faire la blanquette de veau, tu vois. Donc il se dit, j'ai le petit, je vais faire un steak, après je vais prendre dans les boobs de l'autre et je vais faire une crème et je vais faire ça sur le corps du bébé. Mais what the fuck, quoi. Enfin, dans plein de... Non mais je sais pas. Non mais je trouve que vraiment l'alimentation, parfois dans ce que l'on fait, on fait vraiment des rituels super chelous. Personnellement, bon moi je suis un peu hurluberlu, mais je trouve vraiment qu'on fait des trucs de genre d'ogre, quoi. On a vraiment, quand on pense quand même que en France, sur le sol terrestre seulement, on est à 3 millions d'animaux tués chaque jour, par jour, 3 millions par jour, seulement en France. Je parle même pas de l'Europe. Par jour, 3 millions d'animaux tués. Nous ne sommes pas toute la population. Et tout le monde ne consomme pas ça. Tuer tous les Français à ce rythme-là, ça prendrait 20 jours. Non, le calcul a été fait, ça prendrait 2 jours. La fin de l'humanité en 2 jours. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on consomme là, on ferait ça sur des humains, en 2 jours, il n'y a plus. Donc tu te rends compte le nombre d'animaux qu'il faut faire naître. Là on parle parfois du corps de la femme, on va parler par exemple du fait de dire ah oui mais voilà, est-ce qu'il faut sacraliser le corps de la femme? Moi je dis bien sûr qu'il faut sacraliser le corps de la femme. Regardez ce qu'on fait dans la nature. Le féminin est bafoué. On va inséminer des femelles de force, on va prendre leur bébé steak, on leur prend leur lait maternel, bam, on les réinsémine. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est des gros dingos. Et pour moi je pense qu'on est vraiment comme dans un modèle d'ogre. Quand je dis dévoreur de monde, c'est vraiment ça. Je nous imagine vraiment en mode en train de bouffer toute la terre et tous les êtres sensibles et sentients. Et est-ce que on a envie de participer à ça, quoi, de se dire ah bah voilà. Et vraiment quand culturellement j'étais habituée aussi au fait de tuer le cochon. Je viens pas du tout d'une famille végétalienne, pas du tout. Moi c'est carénage, hein, donc je viens pas du tout de ça, et de famille de pêcheurs aussi. Et j'étais habituée à tout ça. Et avoir la tête du cochon décapité. Et les gens, ils sont là en train d'essuyer le sang pour faire le boudin. T'as les tripes comme ça. Et nous, on consomme une alimentation qui nous a été imposée par le colonialisme. C'est-à-dire, les boudins, par exemple, c'est le seigneur SAIGN en France qui te saigne le cochon et qui font des boudins. Et nous, on est là en train de vouloir être en mode avec notre petit porte-drapeau morue et boudin. Voilà, le sang, mais rien que ça, quoi, en mode ouais, je vais prendre ton sang, je vais en faire des trucs, et tu les vois vraiment bien nettoyés, franchement propre, nickel. J'avoue, la technique elle est nickel, quoi. Mais qu'est-ce que on met dans nos corps énergétiquement parlant? On peut pas se dire ouais, moi oulala, je ressens que là c'est pas aligné. Non, tous ces bullshit là, New Age, il faut vraiment se concentrer, je pense, sur l'essentiel, c'est-à-dire la victime, hein, comme je parlais aussi par rapport aux violences faites aux femmes, la victime, se concentrer sur ça et sur les pactes qu'on fait, sur les liens, notre responsabilité, de nouveau être responsable, parce que vraiment on est vraiment comme des grands enfants qui faisons n'importe quoi, et à un moment il va vraiment falloir se responsabiliser et se rendre compte qu'il y a des limites, et que dans l'équilibre de la nature, la loi de la jungle, on a dépassé les bornes. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait une Désolée pour cette intervention, dernière question avant le bout de la fin? Mais bon, allons dormir. Comment on fait pour se procurer des aliments riches en énergie? Énergétiquement riches. Énergétiquement riche. Qui vibre bien. Ouais, la vibration ou la cale? Énergétiquement parlant, ouais. 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 Bah, pour se procurer, moi, je vous conseille de parler avec les Rastas ici, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, hein. Moi, j'ai pas besoin de faire des cours, quoi. Je suis là, je parle avec un mec au marché, je suis genre, ah ouais, bah, c'est ça. Oui, bah oui, t'as tout compris, c'est ça, t'as tout compris. Ils ont tout compris depuis le départ. Et énergétiquement, c'est avoir une connexion avec la terre. Donc suivre, hein, c'est comme comment tu nourris, comment tu donnes de l'attention. Si c'est pas toi qui a poussé, bah quand même avoir un œil dessus, capter un peu l'énergie de la personne qui travaille la terre, celle qui te fait à manger aussi. Et oui, ça joue. Hein. Moi, je suis fascinée par les trucs en mode comment ça s'appelle cette série là? C'est un truc de cuisine là où hein The Bear, oh my god, tout le monde est super fasciné en mode ouah, trop esthétique les trucs de la cuisine. Je dis vraiment, les gens ils mangent de la nourriture de gens stressés comme ça. Oui chef, oui non, et les gens ils sont comme ça, waouh. Et après tu consommes, alors ouais, dans des super beaux hôtels, des super beaux restaurants, mais l'énergétique là, c'est de la domination en bar. C'est le truc dont tu parlais, c'est Black Magic, c'est genre valoriser l'exploitation de l'être humain. Les gens, ils ont envie d'aller faire de la cuisine alors que ça se voit que c'est pas bon pour la santé. C'est ça, tu vois que le truc, il est machin dépecé, il y a de la viande, je sais pas quoi. Et puis tu vois les gens, ils sont dépressifs, ils sont nanana, ils te font ta nourriture. C'est un principe, en fait, c'est un principe qui nous dit, en fait, qu'il faut faire attention aussi à la personne dans laquelle se reçoit, en fait, la nourriture. Énergétiquement, il y a tout le cycle. Ok. Donc dans ce qu'on mange, il y a, énergétiquement, il y a la personne qui fait la nourriture. Okay. Quand il y a d'où proviennent les produits, il y a comment tu coupes le produit, il y a tout ça. Mais là où on peut aller le plus, c'est genre travailler soi-même ou connaître, aller à la rencontre et pas juste en mode allons à la rencontre du maraîcher, tu vois, place de Vincennes, mais vraiment se dire Mani Manioc il fait du manioc, il fait de la moussage de qualité, je vais aller prendre dans ses mains, parce que ça va valoriser le local, et deux, parce qu'aussi énergétiquement on sent dans sa nourriture qu'il y a vraiment cette passion, cette dévotion, ce truc historique, ce machin. Et que voilà, c'est propre quoi, c'est pas juste un truc qui est tout mort. Et parce que oui, le vivant, manger vivant, voilà, il y a pas plus vivant que manger vivant, comme j'aime dire, mais c'est-à-dire il y a toute l'autre partie quoi. Vraiment, moi ça me fascine ce truc des cuisines et ces statuts chef machin etc. Parce que en fait c'est encore un autre système d'oppression qu'on te fait avaler quoi. Okay. C'est une hiérarchie militaire. Ouais. Ok. Ça va. Je dirais même plus qu'en faisant comme ça coûte pas tellement plus cher. Exact. Contrairement à ce qu'on peut penser. En fait, ça parfois, ici, je trouve que ça demande un peu de temps. Quand tu vois, tu veux faire ta farine toi-même ou des trucs comme ça, il y a quand même des réalités de pratique qu'on peut pas trop nier. Mais en vrai, c'est pas forcément plus cher. Et en plus, la transparence, elle est là. Même si... faut se renseigner quand même sur les légumes, d'où ça vient, si c'est Saint-Domingue, si c'est Costa Rica, il y a un niveau de pesticides plus élevé. Mais dans tous les cas, moi je trouve que les gens ils ont la foi en Dieu ici de manger de la viande importée quoi. La chaîne du froid, la foi en Dieu là, vraiment. C'est-à-dire que t'as la viande, elle a été coupée de chaîne de froid, mais au moins 4 fois, au minimum. Au minimum. Et ensuite, on consomme ça. Alors bien sûr, après on va me dire la viande locale, mais comme je vous dis, ça c'est l'empathie, c'est l'espace agricole, c'est optimiser la souveraineté alimentaire. Voilà, on met de côté. Mais tout ce qui est viande importée, mais il faut vraiment avoir la foi, quoi. Parce que là, la transparence, t'en as pas. C'est comme les bouteilles d'eau, quoi. Les packs d'eau en plein soleil, les microplastiques, les perturbateurs endocriniens, les trucs, en mode coucou. Enfin, c'est flippant. C'est vraiment flippant. Les systèmes de filtre, ça devrait être un dédommagement de base, quoi, qu'on offre aux Guadeloupéens. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des gens super qui travaillent sur
des pollutions, mais qu'il faut qu'on s'organise clairement, quoi. Hein. Merci Charlotte. Notre émission arrive à sa fin. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose que tu veux partager au peuple? Eh ben, je dirais qu'il faut que c'est notre devoir de devenir des autochtones de notre terre, que même si on a l'impression d'être synchronisé, il y a beaucoup de travail à faire, et que moi je perds pas espoir, et je sais que c'est quelque chose qui vibre dans notre ADN, et que voilà, on va y arriver. Merci beaucoup Charlotte. Moi je te dis, on peut l'applaudir effectivement, merci beaucoup. Merci pour le temps que tu nous as accordé, c'était Silva Podcast. On se voit la prochaine fois.